Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Dans ce podcast littéraire, nous allons parler du roman de Delphine de Vigan, Les enfants sont rois, roman publié en 2021. Alors Nicolas, si on devait présenter cet ouvrage en quelques phrases, que dirais-tu ? Alors d'abord, je dirais que c'est un roman qui m'a intéressé par son thème. Il va nous parler de la télé-réalité, mais il va aussi nous parler du phénomène des enfants youtubeurs qui sont célèbres par les vidéos sur YouTube qui sont publiées par leurs parents. Donc ça, c'est un phénomène que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert avec une certaine stupéfaction en lisant le livre. Et d'ailleurs, stupéfaction qui ne doit pas ne tenir qu'à moi, parce que plusieurs fois dans le roman, les policiers qui enquêtent sur l'affaire disent « il faut le voir pour le croire », tellement, effectivement, on est face à quelque chose de, j'ai envie de dire, inimaginable quand on n'est pas au courant. Voilà, donc ça nous parle de cela à travers un roman qui est, on va dire, un roman policier, même si c'est pas, à mon avis, l'intérêt premier du livre. Il n'empêche que ça se présente sous la forme d'une enquête policière, parce qu'un enfant a disparu, la petite Kimi Dior, et une enquête s'ouvre sur sa disparition. On commence évidemment par se demander, est-ce que c'est un crime pédophile ? Est-ce que c'est la vengeance d'un ancien amant ? Toutes les pistes un peu classiques vont être évoquées. Mais on va vite découvrir que cet enfant n'est pas n'importe qui. Cet enfant, c'est la star d'une chaîne sur YouTube, Happy Recré, spécialisée dans l'unboxing, dans le prank et dans d'autres activités qui ont toutes des noms anglais, comme elle le souligne elle-même, Delphine de Vigan dedans. Donc par exemple, des enfants qui déballent des cadeaux et leur mère les filme en soulignant l'apparence d'extase qu'ils ont en jouissant de tous ces cadeaux dont les enfants rêvent. Donc ils filment leur vie de rêve, sauf que l'enquête ne va pas être aussi complaisante qu'il le voudrait, puisqu'on va découvrir que cette vie de rêve est plutôt un cauchemar. Alors, ce roman adopte plusieurs points de vue, et les lecteurs et lectrices pourront donc juger de ce qui se passe dans la tête d'un enfant dont la mère est accro aux réseaux sociaux. Quant à la construction, il faut reconnaître que tout est pensé, prévu, calculé. C'est une construction bien claire, deux biographies de personnages féminins en alternance, qui vont évoluer à l'opposé, et qui montrent que l'éducation que l'on reçoit vous marque à jamais et surtout vous laisse une empreinte quasiment indélébile. Ces deux personnages féminins, ce sont Mélanie Claux, C-L-A-U-X, c'est elle, la mère youtubeuse, et Clara Roussel, qui est une policière procédurière. Puis, dès l'enlèvement de l'enfant, ce dont tu as parlé, Nicolas, l'enlèvement de la petite Kimi Dior, qui a 6 ans, le récit est entrecoupé par de nombreux rapports de police jusqu'au moment où, alors, va-t-on retrouver Kimi ? Ça, on ne va pas vous le dire, mais le roman va faire un saut d'une 12aine d'années. Alors, par où commencer ? Par l'enlèvement de Kimi ? Évidemment, non, puisque cet enlèvement, il n'est pas incongru, soudain et gratuit. Il faudra revenir en arrière et revoir la biographie des personnages, parce que cet enlèvement, c'est le résultat, l'aboutissement de toute une forme de vie. Alors, Nicolas, il faudrait plutôt commencer par présenter les personnages. Qu'en penses-tu ? Tout à fait, parce que comme tu le soulignes très justement, ce qu'on va découvrir, c'est que nous ne sommes pas dans une enquête de police qui traite un crime sensationnel, exceptionnel, mais tout l'objectif de Delphine de Vigan, je pense, c'est de montrer que ce crime est le résultat d'un certain système. Mais donc commençons peut-être par Mélanie Claux. Clara Roussel va d'ailleurs à un moment dire « Mais qui est cette femme ?» pour finir par dire « Mais cette femme, elle n'a rien de particulier, c'est une femme qui est représentative d'une génération. » Elle est donc cette génération qui a découvert la télé-réalité et tout ce que cette télé-réalité pouvait leur apporter comme compensation, réparation à des blessures narcissiques, car elle n'a pas eu une enfance malheureuse, on ne peut pas tellement la plaindre
objectivement. On va dire sa détresse ou sa misère, elle est plutôt culturelle ou psychologique, puisqu'elle elle a grandi dans un milieu, on va dire, d'un niveau intellectuel moyen, voire pauvre, où tout le monde s'extasie devant la télé à longueur de temps, et psychologiquement, elle a toujours pâti de la concurrence de sa sœur, qui a toujours eu les préférences de ses parents, donc elle a grandi dans un milieu qui ne la valorisait pas beaucoup, et la télé-réalité est venue, on va dire, la bercer de rêves, de célébrités, en offrant une image de bonheur qui l'a séduite. Alors à l'opposé, Clara Roussel, elle est élevée par des parents de gauche, donc qui sont des profs de gauche, des intellectuels. Je dirais ses parents, c'est un petit peu la caricature des profs contestataires, anti-système. Clara Roussel, elle est élevée bien évidemment sans la télévision et on peut s'y attendre, elle regarde en secret Loft Story, alors que Clara, ses parents qui en apparence sont très vertueux, ils sont parfois négligents. Alors Nicolas, je suis peut-être un peu dure avec ces parents-là, mais quand même, alors qu'elle est encore bébé et que ses parents reçoivent tous leurs amis, ils laissent le couffin dans la chambre sur leur lit, les invités arrivent, jettent les manteaux sur le couffin et l'enfant manque de mourir étouffé. Elle s'en sort, mais la deuxième fois, elle s'en sortira moins bien, à savoir que, à l'âge de 6 ans, elle tombe du balcon de l'appartement de ses parents, du 2e étage, et que, eh bien, ma foi, c'est à la suite de cet incident qu'elle aura un problème de croissance, et cette petite taille en fait déjà une personne à part. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que, bon, c'est une coïncidence, moi je dirais une coïncidence littéraire, à savoir que Clara Roussel est tombée du balcon à l'âge de 6 ans, et la petite Kimi Dior est enlevée à l'âge de, on s'en doute, de 6 ans. Et voilà, et voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces deux personnages de Clara Roussel et Mélanie Clos sont donc vraiment à la fois deux personnages antithétiques. L'une est, par son physique, d'ores et déjà dans une forme, on va dire, d'anormalité, on pardonnera le terme, alors que Mélanie Clos, elle, est à la recherche frénétique d'une certaine normalité, elle est très soucieuse de son image, de ce que vont penser les autres, alors que Clara est beaucoup plus indépendante parce que quelque part on l'a toujours regardée un peu bizarrement à cause de sa particularité physique et elle n'a pas les mêmes revendications. Et puis il y a également chez Mélanie, on va dire, une vengeance à prendre sur la vie. Elle va notamment quitter sa famille pour monter à Paris, et tu me disais que ça faisait penser un petit peu, je crois, à Rastignac, ouais. Dans Balzac, ouais. C'est dans lequel déjà ? C'est dans le Père Goriot. Voilà, quand il dit que Paris va lui appartenir, donc on a un petit peu ce pastiche de Rastignac qui monte à Paris, sauf que là, ce n'est que Mélanie Clos, avec ses petits rêves de célébrité facilement acquise via la télé-réalité. Elle va d'ailleurs participer à une émission dans laquelle elle va être éliminée très très vite, venant rajouter une sorte de déception de plus dans sa vie. Et là encore, la soif de revanche fera que quand elle découvrira Facebook, là aussi c'est un phénomène qu'on découvre dans ces années-là, et le roman nous fait redécouvrir ce moment, et ça aussi j'ai trouvé ça intéressant. Eh bien, avec Facebook, et puis ensuite YouTube, la possibilité de se filmer un petit peu à tout instant, tout à coup elle découvre qu'elle peut se prendre sa revanche en faisant de sa vie une télé-réalité perpétuelle, mais elle va commencer par ses enfants. Alors, jusqu'à présent, ces deux personnages, ils sont vécus par des déterminismes. Et on peut se poser la question de savoir si l'enlèvement de cette fillette va changer quelque chose à leur comportement. Alors la mère, Mélanie Clos, C-L-A-U-X, elle, bien entendu, elle est déjà atterrée, elle est presque dépressive. Et elle commence à s'interroger sur son propre passé, sur sa relation à son mari, sur sa propre vie amoureuse.
Mais il y a une chose qu'elle ne fait pas, c'est de remettre en cause son activité et son rapport aux médias. Elle ne comprend pas que cet enlèvement a quelque chose à faire avec son activité sur YouTube. Quant à Clara, la procédurière, elle va commencer aussi, bon, bien sûr, à réfléchir à cette affaire, puisque c'est son travail, c'est l'affaire dont elle a la charge, mais ça la renvoie aussi à sa propre vie amoureuse. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est effectivement, on a plusieurs points de vue sur cette affaire, cette utilisation du point de vue romanesque. On va avoir tantôt le point de vue de Mélanie, tantôt celui de Clara, et l'une est marquée par son aveuglement. Hein. Mélanie, effectivement, elle se pose des questions, mais elle n'arrive jamais à aller dans l'analyse jusqu'au moment où elle va se rendre compte que c'est elle qui est la cause, c'est elle qui rend ses enfants, on peut le dire tout de suite, mais malheureux. Elle n'arrive pas à ce degré d'analyse parce que pour elle, ses enfants sont heureux. Elle leur offre eh bien, une vie d'abondance. Ils sont riches, ils disposent de plein de cadeaux. Ce sont des enfants, voilà, auxquels on offre des cadeaux tous les jours, qui vont dans des parcs d'attractions très souvent, qui peuvent dépenser sans compter. Certains jours, quand il y a une vidéo, je dépense tout en 24 heures. Enfin, c'est pour elle une image du bonheur qu'elle leur offre, et donc elle ne peut même pas comprendre qu'on la critique. Et ce qui est amusant, c'est qu'on a aussi un autre point de vue, c'est le point de vue d'un de ses concurrents. Et donc, quand on va enquêter, on va peut-être se dire que c'est peut-être un concurrent qui est jaloux de son succès. Et ce qui est amusant, c'est que quand le concurrent témoigne, il va dire quelque part la même chose, mais il va critiquer Mélanie, la manière dont elle exploite ses enfants, mais à aucun moment il n'imagine qu'il fait la même chose à ses enfants. Il va dire comme Mélanie, mes enfants, ils adorent ça. Ouais. Ils voient chez l'autre que c'est mal, mais eux, ils estiment toujours qu'ils le font bien. Ouais. Donc ça, c'est un élément important. Et l'autre point de vue, celui de Clara, lui, au contraire, c'est le point de vue de celle qui fait la lumière. Le point de vue aveuglé, c'est Mélanie, et au contraire, le point de vue lucide, celui qui apporte un éclairage, c'est celui de Clara, qui ne connaissait absolument pas ce monde des vidéos familiales, mais qui va faire un travail ingrat. Elle est la seule à s'astreindre à le faire. Elle va regarder toutes ces vidéos, tout l'historique, pour comprendre le phénomène, alors même qu'on pourrait se dire, bon, t'as peut-être d'autres choses à faire pour enquêter, il y a une enfant qui a disparu, eh bien, elle va aller enquêter, prendre le temps d'enquêter sur ce phénomène que sont les vidéos sur YouTube, et comprendre le système, justement le caractère systématique de cette exploitation des enfants. Donc, elle apporte au contraire une analyse de plus en plus poussée au fur et à mesure qu'elle le découvre, même si effectivement cette analyse, elle n'est pas complètement objective, elle fait écho aussi à son propre vécu, comme tu le disais. Alors on aura compris que Les enfants sont rois, eh bien c'est un titre qui a une valeur, on dirait plutôt, on va dire plutôt ironique, car ils sont tout sauf rois, ces enfants qui sont exploités par une mère peu consciente de ce qu'elle fait. Moi, j'aimerais qu'on parle de la relation entre le frère et la sœur, et je pense que là, sur cette question, on n'a pas le même point de vue, Nicolas. Oui, enfin, alors effectivement, Kimi et Sami sont frères et sœurs, et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que comme ils deviennent un peu des objets, des marchandises, il y a une préférence du public pour la petite Kimi. Et Sami ne l'a pas forcément toujours très très bien vécu. Donc on peut supposer aussi qu'il développe une sorte de stratégie auprès de sa mère pour attirer son attention. Et effectivement, Sami, c'est, on va dire, l'enfant modèle, l'enfant très obéissant, qui est toujours d'accord avec sa mère, en tout cas qui cherche toujours à lui faire plaisir. Et donc je pense qu'une des interprétations, c'est cette mise en concurrence de deux enfants, de deux frères et sœurs, par leur mère, quand on les réduit à des marchandises. Oui. Alors
là, je vois, mon point de vue, il diverge un petit peu du tien, à savoir que, oui, c'est vrai, la mère met ses 2 enfants en concurrence, c'est à celui qui brillera le plus, on va dire, devant la caméra. Cependant, à un moment, Kimi fait preuve de rébellion, elle s'oppose, il y a toutes sortes de réticences, de velléités, elle ne veut pas venir devant la caméra, elle ne veut pas se séparer de son doudou alors qu'il est sale. Et évidemment, ça, on ne peut pas le montrer sur YouTube. Et moi, il me semble que inconsciemment, le frère adhère d'autant plus au comportement médiatique de la mère, permettant ainsi à Kimi de se libérer de cette emprise qui est, il faut le dire, absolument insupportable, absolument invivable. Oui, donc il joue l'enfant modèle pour satisfaire sa mère et qu'ainsi elle attende moins de sa sœur qui n'en peut plus. Oui, ça je pense qu'effectivement c'est tout à fait juste, d'autant plus finalement que alors les enfants, on ne va pas tellement avoir leur point de vue dans le roman. Souvent, on nous les évoque plutôt, on va dire, dans une focalisation externe, mais une focalisation externe assez significative, parce que souvent, on nous décrit des signes de résistance qui sont plus de l'ordre de l'instinct, presque je dirais de l'instinct de survie, lorsque Kimi effectivement résiste à sa mère. Tu parlais du doudou sale qu'elle garde toujours et dont elle ne veut pas absolument se séparer, et ça on l'oppose par exemple justement à la masse de jouets neufs et rutilants qu'il y a dans sa chambre. Eh bien elle, quelque part, elle préfère son doudou sale qui lui a été offert par quelqu'un qu'elle aimait bien, plutôt que tous ces jouets quelque part sans âme et anonymes, qui envahissent l'espace de sa chambre. Bon, et il y a comme ça plein de réactions physiques de ces enfants pour montrer leur désapprobation, alors même qu'ils sont quelque part tenus de se plier à l'autorité de leur mère. Bien sûr. Une mère qui n'arrête pas de leur répéter que c'est super d'être une star de YouTube, que c'est ça le bonheur. Comment un enfant de 6 ans ou moins peut-il répondre sur la question du bonheur? C'est ce que leur mère leur dit. Donc ils s'y plient. On peut même aggraver la chose en disant que c'est devenu toute une économie familiale. Absolument. Si les enfants refusent de travailler, c'est les revenus de la famille qui s'écroulent d'une certaine façon. Et ils en sont parfaitement conscients. Donc c'est tout le paradoxe d'un bonheur enfantin qui est filmé constamment, avec cette... Oui, on oublie complètement leur intimité. Donc ils jouent le bonheur, ils ont en quelque sorte une vie de rêve, mais l'enquête sociologique, finalement, plus que policière, que Delphine de Vigan raconte dans le roman, nous fait voir au contraire l'extrême misère qui se cache derrière. La tristesse de ces enfants et ses répercussions psychologiques. Absolument. Ce bonheur, comme tu dis, absolument rutilant. Chers auditeurs, chères auditrices, ce roman nous a passionnés. Nous aimerions poursuivre notre conversation dans un 2e épisode. Oui, je pense qu'il faut se pencher sur la construction du roman qui soulève un certain nombre de problématiques, de polémiques qui sont intéressantes en elles-mêmes, mais aussi du point de vue du coup formel. Comment est-ce qu'elle les a traitées littérairement? Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la semaine prochaine donc pour l'épisode. Bye.